Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Audrey Fortin, coordonnatrice à la mobilisation et aux relations associatives de l'Union étudiante du Québec. Et ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce premier épisode de notre dernière thématique de la saison 1 qui porte sur le volet fédéral. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec moi Étienne Paré, président de l'Union étudiante du Québec, et Flora Demanget, coordonnatrice à l'enseignement supérieur, pour parler de cet enjeu. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Étienne, bonjour Flora, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de notre cinquième thématique, soit notre dernière thématique de la saison qui porte sur le fédéral. Donc, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce beau studio. J'ai bien hâte d'entamer cette belle discussion avec vous deux. Ben oui, ça va très bien moi aussi, Audrey. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'on a une addition autour de la table. Oui. En fin de semaine dernière, Flora a été élue à la présidence de l'Union étudiante du Québec pour le mandat 2025-2026. Donc, on l'introduit aujourd'hui à l'activité du balado UEC en ondes là, pour cette toute nouvelle édition, en fait, là, sur le Ouais, fédéral, parce que, comme on le sait, c'est un sujet qui est important au ouais, moment où on se parle. Donc, on se dit que c'est un bon moyen là, pour elle de se mettre en valeur ouais. rapidement. Exactement. Un petit épisode de passation. Puis, tu sais, pour faire un petit topo vite, vite, là, l'UEC, ben, on fait de la représentation autant provinciale que fédérale. Fait que je me demandais, Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus là, le travail que l'UEC fait là, dans sa représentation politique fédérale? Ben oui, puis on aura l'occasion d'en reparler là, plus spécifiquement dans 2 épisodes lorsqu'on va accueillir notre partenaire de l'Alliance canadienne des associations étudiantes. Mais depuis les tout débuts à l'UEC, là, on a développé ce partenariat-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des enjeux d'enseignement supérieur relèvent du gouvernement provincial. Donc, c'est pour ça que l'UEC, là, généralement, est la voix étudiante universitaire au Québec. Là, on réussit à mettre de l'avant nos enjeux davantage auprès du gouvernement du Québec. Mais on a un partenariat avec l'Alliance canadienne qui nous permet de travailler sur différents dossiers qu'on va survoler là, rapidement aujourd'hui à travers là, l'exercice de la plateforme de revendication qu'on va mettre de l'avant dans le cadre de la campagne électorale pour obtenir des engagements des élus puis s'assurer qu'ils fassent le travail qu'on leur demande de faire. Puis ça, ben, ça passe beaucoup là, par le partenariat avec CASA qu'on aura le temps de revenir là, éventuellement. Ouais. Puis là, notre plateforme, moi, je tiens à dire qu'aussi, elle est disponible sur notre site web, donc unionétudianteduquebec.ca. Aussi, là, en fait, dans cette plateforme-là, il y a plusieurs enjeux que nous, on met de l'avant. Puis l'un de ces enjeux, c'est au niveau là, du financement de la recherche au niveau fédéral, donc les organismes subventionnaires fédéraux. Fait qu'Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, là, c'est quoi les OSF? Oui, ben, tout d'abord, le financement de la recherche, c'est, je dirais, l'enjeu principal qu'on porte l'Union étudiante du Québec à l'échelle fédérale. Euh, Tu sais, depuis la Constitution 1867, il y a un partage des pouvoirs entre les provinces et le gouvernement central à Ottawa. Puis le financement de la recherche, l'innovation, la science, c'est un des pouvoirs qui est séparé entre les deux. Fait que c'est pour ça qu'au Québec, on a le Fonds de recherche du Québec. Tu sais, on a fait une campagne cet hiver pour augmenter les montants des bourses, tout ça. Mhm. Mais on a les organismes subventionnaires fédéraux à l'échelle fédérale qui finissent également des bourses de recherche étudiantes. Puis ça, c'est un peu le cheval de bataille principal du mouvement étudiant fédéral, en tout cas du mouvement étudiant québécois, là, parce qu'on comprendra dans l'épisode avec CASA que le restant du Canada, ils ont d'autres enjeux qui découlent du fédéral, mais nous, ça a été principalement de ça qu'on a parlé. Ça faisait 20 ans que les bourses de recherche étudiantes à la maîtrise et au doctorat n'avaient pas été indexées depuis 2003. Ça faisait longtemps. Ça faisait un bon moment là, que c'était ça notre sujet Ouais. principal au fédéral. Là. Oui. Puis on le mentionne quand même bien que c'était un de nos gros chevals de bataille. Puis je tiens à souligner qu'on est quand même été chercher 825 millions de dollars justement là, dans nos diverses revendications qu'on est allé porter au niveau fédéral. Fait qu'Étienne, est-ce que tu peux nous mettre un petit peu plus en contexte là, sur cet énorme gain-là pour la communauté étudiante? Oui, ben ça fait des années qu'on le demandait. Puis, dans le fond, là, les astres se sont un peu alignés. Ce qui est arrivé, c'est que le mouvement étudiant se mobilisait, bon, notamment à travers Advocacy Week, la semaine de représentation organisée par CASA, où ce que les associations du Québec allaient mettre de l'avant cette demande-là. Nous, ce qu'on demandait, là, c'était d'augmenter le montant des bourses. Parce que Ouais. là, ça ne permettait plus de vivre sur le seuil de pauvreté
pauvreté, ça n'avait pas été indexé depuis 20 ans. Puis, on a mis sur pied une campagne avec nos partenaires au fédéral, avec des professeurs d'université également. Là, je salue Mark Johnson, puis feu Louis Bernatchez, qui était prof à l'Université Laval, là, qui malheureusement qui est décédé avant de mener la cause jusqu'au bout. Mais ces gens-là, avec d'autres étudiants d'un peu partout à travers le Canada, se sont mobilisés, ont créé la campagne Soutenez notre science. L'UEC, CASA y ont participé. Puis on a travaillé avec beaucoup de gens, dont des élus, dont Maxime Blanchette-Jonca du Bloc québécois qu'on va accueillir lors du prochain épisode. On a fait des manifestations, on a organisé des marches, on a participé à plusieurs reprises en commission parlementaire, comité sénatorial. Il y a eu toutes sortes d'actions. Il y a eu également la publication d'un rapport, le rapport Bouchard par Frédéric Bouchard, qu'on va également accueillir là, lors du prochain épisode, qui revendiquait justement l'augmentation des bourses étudiantes. Puis à travers tout ce travail-là, ben, ça s'est concrétisé, comme tu l'as dit, par des investissements dans le dernier budget de 825 millions de dollars en recherche étudiante. Plus largement, c'était 1,8 milliard qui a été investi en recherche, mais spécifiquement dans les bourses étudiantes, c'était 825 millions. On a vu une augmentation des montants des bourses de 17 500 à 27 000 à la maîtrise et de 21 000 au doctorat à 40 000. Fait qu'ils ont quand même doublé au doctorat. C'est une avancée majeure. C'est probablement un des plus gros gains de l'histoire récente du médecin. Également, la création de 1720 nouvelles bourses. Fait que, on a eu plus d'argent pour le monde qu'il y en avait, mais en plus, on a eu plus de bourses. C'est un succès sur toute la ligne à ce niveau-là, mais évidemment, il reste toujours du travail à faire. Ouais. D'ailleurs, avec le travail à faire, Flora, est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus, là, c'est quoi les différentes revendications qu'on porte dans notre plateforme par rapport aux organismes subventionnaires fédéraux? Oui, ben, tu sais, on l'a mentionné, c'est 825 millions de dollars pour la population étudiante en recherche. C'est vraiment hyper important. Ça leur permet notamment de sortir d'une certaine précarité financière. Puis, ben, tu sais, c'est vraiment un énorme gain, mais si on veut pas non plus que, tu sais, qu'il y ait une situation similaire qui se produise dans 20 ans, que en fait, la population étudiante en recherche perde son pouvoir d'achat au fur et à mesure des années. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait une indexation qui soit faite automatiquement puis annuellement, vraiment pour maintenir son pouvoir d'achat, puis en fait, qu'elle soit plus en situation de précarité tout au long des années. Oui, parce qu'on ne voudrait pas, puis tu le mentionnes très bien, là, mais on ne voudrait pas qu'il y ait encore ce creux de 20 ans où ça rajoute encore plus là, de précarité financière là, pour la population étudiante. Puis ça nous apporte à notre deuxième demande là, par rapport aux organismes subventionnaires fédéraux, qui est d'augmenter la durée du financement là, qui est octroyé. Fait que, Étienne, je te laisserai... Ben, écoutez, c'est assez simple. Là, on parle d'augmenter les montants, on a réussi à le faire. Par contre, en ce moment, la bourse n'est pas donnée pour l'entièreté des études. Fait que ça, c'est un peu ça l'enjeu, là. C'est que, par exemple, la bourse de maîtrise est donnée seulement 1 an. On le sait, ça prend 2 ans faire une maîtrise. Même chose au doctorat, là, ça ne représente pas la durée moyenne des études. Puis le but, c'est d'avoir cette bourse-là pour l'entièreté des études parce que, tu sais, la bourse étudiante de recherche, c'est censé remplacer un salaire. C'est censé être vraiment l'étudiant élite. On lui donne un montant pour qu'il puisse se concentrer à temps plein sur sa recherche. Et donc, ça n'a pas vraiment de sens qu'on lui donne un montant qui ne couvre pas l'entièreté du temps qu'il passe aux études sur ce travail-là. Et donc, pour nous, c'est assez simple. Là, il faut revoir la durée des bourses. Oui, exactement. Parce que c'est ça, puis tu le mentionnes aussi, là, mais ça fait aucun sens que tu es financé juste 2 ans alors que tu fais 3 ans de recherche. Je veux dire, il y a comme une année qui manque. Fait que super. Sinon, par rapport à notre dernière demande là, qui est d'inclure là, les personnes étudiantes au niveau là, des organismes, là, je te laisserai peut-être continuer sur cette lancée-là. Oui, bien en fait, une des raisons, selon nous, pour laquelle ça a pris autant de temps à augmenter le montant des bourses des OSF, puis d'augmenter le financement à la recherche étudiante en général, c'est qu'il manque de personnes étudiantes dans les lieux décisionnels. Donc, quand on regarde, par exemple, au niveau du Fonds de recherche du Québec, on a le comité intersectoriel étudiant qui fait un travail un peu, pas nécessairement de lobby, mais un peu quand même au sein même du Fonds de recherche du Québec. On a des personnes étudiantes d'un peu partout à travers le Québec, à maîtrise, au doctorat, même des postdoctorants, qui sont réunis et qui vont mettre le petit grain de sel étudiant dans la prise de décision du Fonds de recherche du Québec. On a 3 sièges étudiants réservés sur le conseil d'administration du FRQ, ce qui fait en sorte que quand il vient le temps de prendre des décisions financières, on le sait que les étudiants peuvent être entendus grâce à ces gens-là. On n'a pas cet équivalent-là au niveau fédéral. Puis ça, c'est un des enjeux, peut-être pour ça que ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'augmentation des bourses. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir cette représentation-là. On a 2 manières de l'articuler, cette demande-là. Tout d'abord, puis on aura la chance d'en parler au prochain épisode, on a des consultations en ce moment sur une potentielle organisation cadre.
qui vient un peu faire ce que le FRQ a fait à l'échelle fédérale, c'est-à-dire coordonner. Il y a 3 organismes subventionnaires au fédéral, ça venait de venir les coordonner. Mais là, ça, c'est une nouvelle organisation qu'on crée. On a participé aux consultations. On espère voir une représentation étudiante sur cette nouvelle structure-là qui serait créée, ce qui serait très intéressant parce que c'est une nouvelle chose. Fait que, tu sais, si on fait la bonne chose en partant, c'est-à-dire d'inclure les étudiants, ben, on se retrouve pas avec un problème 30 ans plus tard de se dire ah ben là, regardez, on a oublié de les inclure. Fait que si ça voit le jour, ce qu'on ne sait pas vraiment, parce que là, c'était censé être annoncé avec la mise à jour économique d'automne. Il y Quand a eu des petits pépins, hein? on a vu ce qui s'est passé avec la mise à jour économique d'automne, on comprendra que bon, ce gouvernement-là avait peut-être d'autres priorités à gérer à ce moment-là. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer avec la prochaine élection. Peu importe qui rentre au pouvoir, qui sait si ce projet-là va être repris. Donc, en attendant, on garde notre demande comme elle était traditionnellement dans le restant, dans l'autre contexte où cette organisation n'existe pas, qui est à dire avoir une personne étudiante sur les conseils d'administration de chacun des organismes. Et ça passe par une modification de la loi. La composition du conseil d'administration de chacun des organismes est régie par la loi qui définit c'est quoi l'organisme en question. Et donc, tout ce que ça prend, c'est une modification de cette loi-là. Puis là, je dis tout ce que ça prend bien humblement, parce qu'on s'entend que faire adopter une loi, c'est pas un travail qui se fait en claquant des doigts. Mais techniquement, ça devrait être plus simple que d'obtenir 825 millions. Donc, on se croise les doigts. C'est une demande qu'on met de l'avant auprès des partis politiques. On espère avoir une réponse positive de leur part. Puis une fois que l'élection sera passée, ben, ça sera aller faire le travail de suivi là, pour obtenir cette modification-là, puis s'assurer que la voix étudiante est entendue dans les lieux décisionnels. Oui, parce que ça, au final, ben, c'est bourse, c'est octroyé pour eux, c'est pour les aider. Fait que c'est quand même important qu'eux aient leur mot à dire, puis puissent apporter cette, justement, expertise de vécu aussi là, dans tout ça. Je continuerai avec notre deuxième sujet de plateforme, le logement. Fait qu'en fait, là, c'est notre première demande, là, c'est de considérer la population étudiante comme étant prioritaire et non pas propriétaire. Fait que, Étienne, je te laisserai peut-être faire du pouce là, sur cette demande-là. Oui, ben en fait, le gouvernement Trudeau a mis sur pied une stratégie nationale pour le logement lors de son premier mandat. Cette stratégie-là est venue identifier des populations prioritaires, donc des populations qui estimaient qu'il y a des besoins supérieurs aux autres dans la population en matière de logement. C'est une stratégie qui influence quand même la prise de décision au niveau de quel projet qu'on finance, quel projet qu'on ne finance pas. Et donc, c'est un peu une opportunité de s'assurer que la population étudiante se retrouve parmi les priorités du gouvernement quand c'est le temps d'investir. Là, quand on parle de logement étudiant, que ce soit à travers des résidences universitaires traditionnelles sur les campus, que ce soit à travers des modèles avec des OBNL, là, on a vu dans la dernière thématique, il y a l'UTIL notamment, là, qui développe du logement étudiant sous ce modèle-là, ben, en assurant que la population étudiante, elle est prioritaire dans cette stratégie-là, c'est de s'assurer que l'argent qui est disponible se rende auprès de ces organisations-là et donc faire en sorte qu'on va peut-être avoir plus de financement et donc, à terme, plus de construction de logements étudiants. Oui. Fait que c'est bien d'avoir du financement, mais il faut aussi que le logement soit abordable. Fait que c'est ce qui nous apporte à notre deuxième demande par rapport au logement, soit, en fait, d'offrir du logement qui est plus abordable. Fait que je te laisserai, Flora, prendre la parole. Oui, ben, tu sais, comme Étienne le mentionne en ce moment, la population étudiante n'est pas prioritaire dans la stratégie nationale sur le logement. Mais une des stratégies qu'on va pouvoir utiliser, c'est vraiment le fait qu'il y a des subventions qui sont octroyées pour la construction de logements locatifs et abordables. Et certains organismes, en fait, vont pouvoir se placer dans cette catégorie, donc en faisant vraiment du logement étudiant abordable, ce qui vient, en fait, créer l'opportunité de pouvoir aller chercher ce genre de financement. Ce qui fait que, ben, nous, notre demande ici, c'est vraiment de pouvoir augmenter le financement qui est octroyé via ces subventions pour que ben, des organismes qui font du logement étudiant abordable puissent aller ben, chercher ces appels d'offres puis faire en sorte ben, d'avoir de la construction qui est possible pour le logement étudiant. Oui. Puis là, on parle du logement étudiant, mais on parle aussi là, dans notre plateforme de logement pour la communauté autochtone. Fait que je te laisserai encore une fois continuer, Flora, là, sur cette demande-là. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, c'est une stratégie qu'on va venir utiliser puisque la population autochtone est considérée prioritaire. Fait que nous, ce qu'on va venir vraiment cibler, c'est par rapport à la population étudiante autochtone directement. Fait que, tu sais, on le sait, des fois, il y a des communautés qui se trouvent un peu plus dans des zones rurales, dans le grand nord du Québec aussi. Fait que ça peut être vraiment compliqué de faire des déplacements pour se rapprocher plus dans des centres universitaires. Fait que nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait plus de logements qui soient destinés à cette population étudiante. Fait que notre demande, c'est vraiment de venir augmenter le nombre de constructions de logements étudiants pour la population autochtone directement.
D'ailleurs, tu sais, toutes les demandes qu'on porte là, par rapport à la population étudiante autochtone, c'est fait en consultation. On Mhm. va voir vers Ouais. les groupes, on va voir les organismes. Puis c'est d'ailleurs un des travaux que CASA fait particulièrement bien, des travaux, pardon, que CASA fait particulièrement bien avec leur comité national là, en matière de défense des droits des étudiants autochtones. On travaille beaucoup avec eux là, pour les différents enjeux parce que la population autochtone relève principalement du gouvernement fédéral. Mhm. Ouais, puis tu sais, nous, notre rôle, c'est vraiment qu'on veut améliorer l'accessibilité puis la condition aussi là, pour les personnes étudiantes. Fait que ça fait beaucoup de sens, tout ça. Puis en parlant de CASA, là, ben, ça nous apporte sur notre troisième sujet de plateforme, qui est par rapport à la communauté étudiante internationale. Fait qu'on va quand même passer vite là, sur ces demandes-là parce qu'on va avoir la chance d'en parler plus en détail avec CASA. Mais Étienne, là, c'est quoi notre première demande là, qu'on a là, dans notre plateforme? Ouais, ben, tout d'abord, en matière de population étudiante internationale, je pense que c'est important de rappeler que, il y a un certain changement de dialogue à avoir par rapport à la population étudiante internationale, que ce soit à l'échelle provinciale ou à l'échelle fédérale. On les a un peu traités comme du bétail dans les derniers mois, un peu, là, les Mhm. vaches à lait pour financer nos établissements, puis on a un peu oublié qu'il y a des humains derrière chacune de ces histoires-là. Ça coûte excessivement cher venir étudier au Québec, au Canada. Et donc, c'est important de laisser l'opportunité à la population étudiante internationale de gérer ses finances comme elle le peut. On parle de droits de scolarité les plus faibles au Québec là, pour les étudiants internationaux. Hors entente, là, on parle de 22 000 à 23 000 par année. Il y en a que ça peut aller jusqu'à 50, 60, même plus 1000 là, par année. Donc, c'est important de s'assurer de les laisser gérer leurs finances un peu à leur manière. D'ailleurs, durant la COVID, on avait enlevé les restrictions d'heures. On avait des enjeux de main-d'œuvre durant la COVID, parce qu'il y a des gens qui étaient en isolement, puis tout ça. On avait donc enlevé les restrictions du nombre d'heures travaillées quand tu étais un étudiant international. Parce que là, on avait besoin d'eux. Fait que là, on leur disait, vous travaillez, travaillez. Parce qu'en Ouais. ce moment, la façon que ça fonctionne, c'est que tu as seulement le droit de travailler 40 heures pendant tes autres études quand tu es sur le campus. Mhm. Ça crée donc une espèce de disparité entre la population étudiante internationale qui trouve un travail sur le campus et celle qui n'y arrive pas. Parce il y a quand même une limite au Ben, nombre c'est ça. d'emplois Ouais. disponibles sur les campus. Et donc, pour celles et ceux qui travaillent en dehors des campus, le nombre limite d'heures, c'est 24 heures par semaine. Ouais. 24 heures par semaine au salaire minimum, on s'entend quand tu as des frais de scolarité qui dépassent le 20 000 par année, c'est très peu. Mhm. Puis ça limite leur autonomie, en fait, là, pour se permettre de gérer leur propre financement, leurs propres finances là, concernant leurs études. Et donc, nous, ce qu'on estime, c'est que la population internationale, c'est des adultes, d'avoir le droit de choisir. Euh, et donc, tu sais, nous dit des fois, s'ils travaillent trop, ça va avoir un impact sur leur réussite académique, peut-être. Sauf que s'ils sont pas de se nourrir et de se loger, ben, C'est ça a ça. aussi un impact sur leur réussite académique. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'on demande d'enlever les restrictions d'heures. Là. Mhm. Ouais. Parce que ça rajoute littéralement une pression sur la précarité financière étudiante. Parce que, tu sais, puis tu le mentionnes très bien, là, mais tu sais, je veux dire, quand tu as juste 20 heures que tu peux aller travailler au salaire minimum, ben, c'est pas ça qui permet de payer tes droits de scolarité, ton logement, ta nourriture, puis ça rajoute un certain creux financier là, à la fin du mois. Puis je ferais du pouce peut-être sur notre deuxième demande, là, soit la nécessité là, d'avoir un permis de travail là, pour réaliser des stages. Fait que je te laisse encore une fois la balle au bon, Étienne. Oui, ben en fait, il y a des programmes qui ont des stages obligatoires. Puis ça, Ouais, je pense que les auditeurs le savent bien. On en parle souvent du côté de l'UEC. Certains qui beaucoup. sont non rémunérés d'ailleurs. Mais en fait, l'enjeu en ce moment, c'est que il y a un permis d'études qui est octroyé pour la population étudiante internationale. Mais pour réussir à aller faire leur stage en entreprise, dans certains cas, il faut aussi qu'ils fassent une demande de permis de travail. Alors que pourtant, c'est ce travail qui est effectué dans le cadre de leurs études. Mhm. Fait que ça, évidemment, ça vient ajouter un certain fardeau administratif Ouais. sur les épaules de la population étudiante. Puis là, bon, je pense que les qualités, les défauts de la machine administrative gouvernementale, on n'est pas ici pour faire ce procès-là, mais évidemment, ça crée des enjeux, ça peut créer des délais, ça peut créer des retards. Et si une personne étudiante internationale ne respecte pas son parcours, donc si elle n'est pas aux études à temps plein tout le long de son parcours, si elle prend des retards, notamment parce que, par exemple, elle ne pourrait pas faire son stage dans les temps impartis parce qu'il y a un enjeu administratif, ben, elle est à risque de se faire sortir de son programme, de se Mhm. faire renvoyer. Il y a quand même des conditions très strictes pour être aux études Ouais. au Québec et au Canada. Et donc, cette situation-là pourrait causer des problèmes où il y a des gens qui seraient renvoyés dans leur pays sans terminer leurs études parce qu'ils ne sont plus aux études à temps plein, parce que peut-être il y a eu un enjeu, parce que justement, ils ne peuvent pas faire leur stage, ils sont en train de permis de travail. Fait que pour éviter ce genre de situation-là, qui, honnêtement, il n'y a pas vraiment de plus-value à ce que ce soit séparé. Il y a que
du potentiel négatif. Il n'y a pas Mhm. vraiment de plus-value pour le moment. Fait que c'est pour ça là, que nous, ce qu'on recommanderait, c'est de scinder, puis tout simplement que les heures en stage, les heures de stage faites en entreprise, soient inclus dans le cadre du permis d'études, Ouais. Puis on va avoir la chance d'en parler plus en détail là, avec évidemment. Casa aussi là, dans notre dernier épisode de cette thématique. Et maintenant, on va parler d'environnement. Je pense que j'apprendrai à personne à la maison, mais on vit une crise climatique actuellement. Fait que je te laisserai, là, Flora, mettre de l'avant. C'est quoi nos demandes par rapport à cet enjeu-là? Ouais, bah, tu sais, en plus, l'environnement, c'est vraiment un enjeu qui nous préoccupe fortement en ce moment. Tu sais, tu parles de crise climatique, ben, on est en plein dedans, puis ça va pas aller en s'améliorant au fur et à mesure. Fait que, tu sais, la population étudiante, c'est la première qui va subir les conséquences de cette crise climatique. Fait que c'est vraiment important que des actions soient mises en place. Dans la communauté environnement aussi, on parle beaucoup du 1,5 degré Celsius d'augmentation de la température. Ben, si on regarde l'année 2024, on l'a déjà dépassé. Ce 1,5 degrés Celsius, c'est vraiment alarmant. On ne voit pas en ce moment d'actions concrètes qui sont mises en place. Nous, en ce moment, on propose des actions concrètes. Ce qu'il faudrait que le gouvernement fasse, c'est d'abord venir prendre en compte l'ensemble de ces émissions. Tu sais, c'est divisé en 3 catégories. On a d'abord les émissions dites directes. Fait que c'est vraiment quand ton usine va brûler ton carburant, ça va émettre des gaz à effet de serre. Fait que première catégorie. Deuxième catégorie, c'est vraiment tout ce qui est émissions indirectes. Fait que quand tu vas utiliser, par exemple, ici ton électricité, c'est pas toi qui vas émettre des émissions, ça va être l'entreprise qui va te fournir ton électricité. Puis on va avoir la catégorie 3 ici qui va venir prendre l'ensemble de tes autres émissions, fait que ce soit tes déplacements, tes exportations de produits, tes déplacements de déchets, un peu tout cet ensemble-ci. Et en ce moment, le gouvernement ne prend pas en compte ta troisième catégorie pour certains de ces plans d'action, fait que c'est vraiment problématique. Tu sais, si on regarde le plan d'action pour le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, en ce moment, la catégorie 3 ici n'est pas prise en considération. Puis, tu sais, on le sait, le Canada exporte énormément d'énergie fossile, sauf que ben, si on ne vient pas prendre en compte cette exportation dans notre plan d'action pour réduire les émissions, ben, ça fait un peu en sorte que le gouvernement ici se cache les yeux sur ce qui se passe alors qu'il contribue aux émissions qui sont produites. Fait que, tu sais, ça, c'est une campagne aussi qu'on met de l'avant avec le Front étudiant d'action climatique. C'est vraiment la demande principale qu'on met de l'avant, de pouvoir faire en sorte que cette catégorie 3 puisse être prise en compte dans ton plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier. Puis, tu sais, une fois qu'on a l'ensemble de ces catégories-là qui sont vraiment visibles, ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur comment on peut réduire aussi nos émissions. Fait que c'est vraiment important que le gouvernement vienne prendre en compte l'ensemble de ces émissions pour que des actions ensuite concrètes soient mises en place. Ouais, ben justement, parce que, tu sais, je veux dire, si dans ton équation, il te manque une donnée, ben ton résultat va être un peu biaisé, hein. Je suis pas en mathématiques, mais d'après moi, ça fait vraiment pas beaucoup de sens. Et puis là, tu parles des différentes collaborations qu'on a là, du côté de l'Union étudiante du Québec, mais on en a aussi sur plusieurs autres dossiers, notamment là, par rapport à la lutte sur les armes à feu, notamment avec Police Souvient, l'Association étudiante aussi de Polytechnique là, qui nous appuie beaucoup dans nos différentes demandes. Puis Flora, ben, tu es une ancienne étudiante là, aussi de Polytechnique. Tu as travaillé fort pour la lutte contre les armes à feu. Fait que je te laisserai prendre la balle au bon pour notre dernier sujet là, de notre plateforme. Oui, bah déjà, il faut savoir que c'est vraiment une lutte qui est menée depuis de nombreuses années. Tu sais, ça a vraiment commencé avec le féminicide à Polytechnique le 6 décembre 1989. Puis de là a découlé certaines actions. Fait que maintenant, si on regarde quand le gouvernement Trudeau est arrivé en poste en 2015, il a fait plusieurs promesses pour venir ici renforcer le contrôle des armes à feu. Si on regarde en décembre 2023, il y a un projet de loi qui a été adopté, projet de loi C-21, qui est venu renforcer ici le contrôle des armes à feu, notamment en fait faire un gel d'achat de nouvelles armes de poing, ce qui est quand même une très bonne mesure aussi, mais qui n'est pas suffisante. Par rapport à ce projet de loi, il y a le mouvement étudiant qui a été mobilisé. Et à cette époque-ci, j'étais porte-parole du mouvement Pas ici. On est passé en comité sénatorial permanent de la sécurité, de la défense et des anciens combattants pour mettre de l'avant les revendications étudiantes, pour dire c'est bien, mais vous en faites pas assez, il faut en faire plus, encore une fois. Maintenant, si on regarde en décembre dernier, donc décembre 2024, on arrive au 35e anniversaire du
féminicides. Encore une fois, il y a eu des annonces qui ont été faites au niveau du gouvernement, notamment le lancement du programme de rachat. Ce programme de rachat-ci vient vraiment inciter la population et les entreprises à venir rendre les armes qui ont été maintenant déclarées illégales au pays. Fait que le lancement qui a été fait, c'est pour la première phase de ce rachat-ci, fait que ça concerne vraiment les entreprises. Donc, la deuxième phase qui concerne plus le public va être lancée au courant de 2025. On attend encore des annonces à ce niveau-ci, puis c'est sûr que c'est quelque chose qu'on met de l'avant. Si on regarde, nous, une de nos demandes qu'on met dans notre plateforme électorale, c'est vraiment de venir maintenir ce rachat, ce programme de rachat d'armes. On ne sait pas si avec un changement de gouvernement, ce programme va être maintenu. Fait que c'est vraiment la demande qu'on met de l'avant parce que c'est, à notre sens, vraiment primordial de pouvoir favoriser le retour d'armes illégales. On ne veut pas que certaines armes puissent encore être en circulation libre. Puis si on regarde maintenant les annonces qui ont été faites aussi en décembre 2024, ça m'amène à notre dernière demande. Donc, il y a une annonce qui a été faite qui venait ajouter 324 nouvelles marques et modèles d'armes à feu dans la liste des armes bannies, ce qui est encore une fois vraiment hyper positif pour le contrôle des armes à feu. Il y a quelques semaines, c'était même 179 nouveaux marques et modèles aussi qui étaient rajoutés à cette liste. Puis le problème là-dedans, c'est qu'il y a encore des armes à feu qui sont légales, mais qui sont des armes d'assaut. Fait que la liste est pas complète malgré qu'on en ajoute. Fait que ça reste une de nos demandes principales de faire en sorte qu'on vienne compléter la liste des décrets pour venir vraiment bannir l'ensemble des armes d'assaut. Mhm. C'est un dossier qui est vraiment important parce que, tu sais, je veux dire, c'est important de rendre le Canada plus sécuritaire aussi. Et puis, c'est ce qui conclurait, en fait, là, nos différentes demandes là, dans notre plateforme. Fait que je me demandais voir si vous aviez pas peut-être un petit mot de la fin pour les gens qui nous écoutent à la maison. Oui, ben en fait, tu sais, ça a été une émission très technique. Nous, aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une plateforme de demande. C'est des trucs qu'on va mettre de l'avant tout au long de la campagne électorale. C'est un peu différent là, des épisodes qu'on fait habituellement, parce qu'on explique davantage Ouais. nos grands enjeux. Je dirais, là, on est vraiment plus dans le travail que l'Union étudiante du Québec va faire. Moi, j'en profite pour inviter les gens qui nous écoutent à la maison à aller voter. C'est important que la population étudiante fasse entendre sa voix. Nous, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va rencontrer des candidats en ce moment avec ces demandes-là, puis on leur demande de, si advenant leur élection, pouvez-vous mettre en place ces mesures-là? Mais si la population étudiante ne va pas voter, bien, naturellement, ils vont être moins enclins à nous écouter. Mhm. Fait que c'est important que les gens aillent voter. Il est possible de voter sur les campus. Il va y avoir des bureaux de vote. Puis d'ailleurs, le vote sur les campus, ce qui est bien, c'est que si, par exemple, vous étudiez à l'Université de Montréal, mais que vous venez de la Gaspésie, puis que votre adresse pour voter est encore en Gaspésie, bien, vous n'avez pas besoin de retourner en Gaspésie pour voter. Vous pouvez aller sur un bureau de vote à votre université montréalaise, puis vous allez pouvoir voter dans votre circonscription. Puis ça, c'est vraiment important de faire entendre votre voix. Parce que si la population étudiante ne fait pas entendre sa voix, ben nous, ça complexifie notre travail. Parce que là, après ça, si on vient les voir avec ces enjeux-là, on a dit voici des enjeux qui sont importants pour la population étudiante, puis que la population étudiante ne répond pas présent lorsque les élus leur tendent la main, ben ça va être un peu plus difficile de faire en sorte que ces différentes mesures importantes-là soient mises en place. Puis une fois que le gouvernement va être formé, une fois que le prochain gouvernement va être élu, ben nous, on va aller voir, on va faire des suivis. On va leur dire, écoutez, vous vous êtes engagé à faire telle chose, c'est important que vous le fassiez maintenant. Puis c'est souvent comme ça qu'à terme, là, on finit par obtenir des changements législatifs significatifs, toujours en faveur de la population étudiante. Toujours. Super. Et je sais pas si tu avais, toi, un petit mot de la fin, si tu as aimé ton expérience. C'était vraiment une fun expérience. Super. Ben merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec moi aujourd'hui. Puis on remercie les gens à la maison. Voilà ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais vous remercier, vous, à la maison, de nous avoir écoutés. Également, là, j'en profite pour vous mentionner de vous abonner, liker et partager l'épisode sur vos différents réseaux sociaux. Également, je vous invite à rester à l'affût puisque la semaine prochaine, il va y avoir un autre épisode qui va sortir où on va avoir la chance d'accueillir avec nous M. Frédéric Bouchard, doyen des facultés des arts et des sciences de l'Université de Montréal, et M. Maxime Blanchette-Jonca, député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les Basques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on filme notre... je vais recommencer. Ça va le faire, ça va le faire. Bon. Ba-da-da-da.